Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau webinaire supporté par l'USD Academy. Le sujet cette semaine, comme inscrit à l'écran, l'état de l'art de l'analyse de malware. En préambule, donc ce webinaire fait office d'introduction sur le sujet et est un préambule à d'autres webinaires qui suivront autour de l'analyse de malware, justement. L'USD Academy, vous avez l'habitude, nous sommes un organisme de formation, donc de certification, et nous disposons d'un diplôme en cybersécurité. Nous sommes présents dans des formations pro, dans des formations avec un master en cybersécurité, comme je l'ai précisé, et également en ligne, présents dans les villes de Paris, Rennes, Nantes, Lille et à La Réunion également. Qui je suis, pour animer ce webinaire, Glenn Legac. Mon expérience professionnelle, je suis autodidacte. Dans un premier temps, j'ai été diplômé de l'ESD en 2017. J'ai été développeur indépendant pendant 2 ans avant ça. Par la suite, j'ai été responsable de développement d'un ERP pour une banque durant 2 ans. Et par la suite, consultant en cybersécurité, et ça fait maintenant 3 ans que je suis formateur pour l'ESD Academy. Une planche sur notre projet Folding at Home. Simplement, nous avons une équipe qui contribue à fournir de la puissance de calcul pour aider la recherche contre le Covid. Vous avez un tutoriel vidéo, le lien s'affiche sur votre écran, ainsi qu'un tutoriel PDF, le numéro de notre équipe, le 25 04 84. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Donc l'objectif de ce webinaire, comme je l'ai précisé en préambule, c'est un état de l'art de l'analyse de malware. Nous allons discuter des différentes approches de l'analyse de malware, l'objectif étant d'appréhender ces différentes notions d'analyse, la méthodologie employée. Le public de ce webinaire est donc un public débutant ou toute personne qui a une appétence sur le sujet et qui souhaiterait démarrer et obtenir des billes pour aller plus loin. Donc les prérequis à cette discipline, ils sont assez nombreux, à savoir tout ce qui s'affiche sur votre écran, donc des connaissances sur le système d'exploitation Linux, le système d'exploitation Windows, des connaissances en virtualisation, des connaissances sur des langages de scripting, web ou programmation, comme le Python, pour les langages de scripting, PowerShell, VB, etc. Les langages web, vous avez PHP, vous avez tout ce qui est langage HTML, JavaScript, et des langages de programmation comme le C, le C++ ou l'assembleur. Évidemment, cette discipline demande aussi des connaissances en réseau et infrastructure. Vous pouvez le remarquer, cette discipline demande un spectre assez large de notions. Donc voici le menu que je vous propose durant cette heure. À savoir, au début, nous allons voir dans un premier temps un à propos sur les malwares. On va faire le tour, le panorama, pour ensuite parler de notre environnement d'analyse. Ensuite, nous viendrons sur la méthodologie, les différentes méthodologies d'analyse employées, pour nous intéresser à la structure des différents fichiers analysés, pour enfin parler du principe de classification et la manière dont les analystes s'échangent les données et la constitution de bases de connaissances. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer sur cet à propos sur les malwares. Et on va commencer ce webinaire par définir ce qu'est un malware. Donc simplement, on pourrait définir un malware par n'importe quel programme ou script exécutant du code sur une machine. Ce code a donc pour finalité des actions dommageables pour l'utilisateur, donc des actions malicieuses. Ces actions dommageables ou ces effets non désirables sont les suivants. Vous avez possibilité de téléchargement de programmes à exécuter sur le système,
tout ce qui est suppression de fichiers, de répertoires, chiffrement de ces fichiers, justement, un accès à distance ou du vol d'informations privées. D'autres cas, par exemple, anonymiser la source d'une attaque dans le cas d'une attaque par déni de service distribué. Donc dans cette partie, nous allons revenir sur les différentes typologies, puisque un des buts des analystes est de poser des étiquettes sur les différents programmes qu'ils analysent, afin de communiquer plus efficacement autour de leur découverte. Donc dans un premier temps, nous avons ce qu'on appelle les spyware, les espions logiciels. Tout simplement, ce sont des programmes qui vont monitorer votre activité et transmettre tout cela à un attaquant. Donc vous avez, vous voyez marqué RATS, donc ce sont des Remote Administration Tools, qui sont des programmes modulaires pourvus de diverses fonctionnalités, comme la sous-catégorie que vous voyez s'afficher en dessous, les keyloggers, donc qui journalisent toutes les saisies utilisateurs pour les envoyer à l'attaquant. Peut-être que vous êtes familier avec celui-ci, l'adware, le publiciel, qui modifie votre navigation web et installe des plugins donc sur votre navigateur. Le but de ce programme étant de vous faire consulter des pages non voulues ou simplement surveiller votre navigation web. Une autre catégorie, les downloaders et les droppers sont des programmes qui sont voués à télécharger donc des charges malicieuses sur votre machine et de les lancer. La petite différence qui réside entre les downloaders et les droppers se place dans le fait que les droppers, généralement, se chargent d'assurer la persistance et préparent le terrain pour la charge réelle. Nous avons les virus également, qui sont des programmes qui s'auto-reproduisent en infectant d'autres programmes ou d'autres fichiers en y insérant du code malicieux. Les trojans, dans ce qu'on appelle communément les chevaux de Troie, sont des programmes qui ont pour but de leurrer l'utilisateur sur leurs réelles intentions en donnant, par exemple, un accès à votre ordinateur à un attaquant. Donc ce type de programme se base sur des techniques de social engineering pour tromper l'utilisateur sur la nature véritable du fichier. Nous avons les vers, qui sont des programmes qui se répliquent donc au sein d'un réseau. Ils peuvent se propager par différents protocoles, à savoir le mail, vous avez en se propageant sur des sites web, ou sur des différents serveurs. Vous avez pléthore de protocoles sur lesquels les vers peuvent se propager. Alors cette catégorie, elle est assez célèbre, les ransomware, dans ce qu'on appelle les rançongiciels. Depuis quelques années, donc cette nouvelle catégorie a fait son apparition. Le principe est simple, c'est chiffrer l'intégralité des fichiers utilisateurs et demander de l'argent contre la clé de déchiffrement pour pouvoir retrouver ces données. Nous avons les rootkits qui sont un petit peu le couteau suisse de l'exploit, qui sont des modules ajoutés au kernel et simplement fournissent une porte dérobée à un attaquant. Donc, dans le même titre que les trojans, les rootkits sont des malwares bas niveau, puisqu'ils viennent se greffer au niveau du kernel pour donner une porte dérobée à un attaquant. Nous avons ensuite les botnets. Un attaquant propagera un agent qui infectera différentes machines. Ces machines infectées, appelées zombies, répondront aux ordres d'un serveur appelé command and control, qui émettra donc des instructions à ces différentes machines, dans le but, par exemple, de participer à une attaque par déni de service distribué. Les scareware, qui pourraient s'apparenter parfois à des plaisanteries, mais pas que, le but est simplement d'intimider la victime pour lui soutirer de l'argent, lui vendre une solution dédiée à supprimer ce programme malveillant, par le biais de pop-up, de messages intempestifs, etc. Nous avons les Advanced Persistent Threats, qui sont des attaques de type étatique ou de groupes chevronnés de pirates informatiques. Généralement, ces attaques tournent autour de l'espionnage industriel. Vous avez donc en lien des descriptions de ces différents groupes et des différentes attaques
sur ce sujet. Un historique, pourquoi un historique? Simplement pour noter les différentes évolutions des programmes et voir comment les attaquants se sont adaptés à l'évolution de la technologie, puisque les malwares évoluent au même rythme que la technologie. Donc nous avons dans un premier temps, dans les années 70, Creeper et Rabbit, ou Habit plutôt. Donc Creeper est une expérimentation qui a été... Ouais, je pense que Glenn, tu peux du coup accélérer un petit peu pour sur l'historique, etc. hein. Je pense que tout ça, on va le passer. Là, D'accord, on t'entend bien, donc je te laisse reprendre la main. ça marche. Donc simplement, cet historique avait pour but de montrer l'évolution donc des techniques des attaquants et la manière dont les malwares évoluent au fil de la technologie. Donc je vous passe. Bon, on va passer là-dessus. Donc au niveau des chiffres et tendances sur les malwares, nous avons des techniques aujourd'hui utilisées appelées fileless. Donc ce sont des malwares directement déversés en mémoire. Cela représente à peu près un tiers des attaques en 2018. Donc pourquoi on appelle ça fileless? Donc simplement, comme je l'ai précisé, ils sont déversés en mémoire sans qu'un fichier ne soit déposé sur l'ordinateur. Donc cela complique fortement la tâche pour les analystes derrière. Alors on ne voit pas le slide apparemment. Décidément. Est-ce que c'est bon cette fois-ci? Hop. Non, c'est Bon pareil. Il faut repartage ton écran, je pense, c'est fait que du alt-tab à mon avis. Voilà. Ouais, merci pour l'aide. Voilà. Très bien. C'est bon pour ça? Super, impeccable. Nickel. Alors comme je le disais, donc l'intérêt de cette technique fileless est de ne laisser que très peu de traces sur le disque dur, et ce qui complique la tâche aux investigateurs numériques. Donc le principe réside dans le fait d'analyser un dump mémoire pour pouvoir découvrir la charge par la suite. Assez rapidement sur ces différents chiffres, simplement, je tiens à noter donc les cryptomineurs, qui sont des malwares en émergence. Pour moi, ça fait un petit peu suite au ransomware, à savoir que le ransomware va rançonner contre du chiffrement de données dans le but de générer de l'argent. Le cryptomineur est quant à lui beaucoup plus discret. Et pourquoi rançonner un utilisateur quand on peut mettre à profit les ressources de son ordinateur pour miner de la crypto-monnaie pour les attaquants? Donc selon Kaspersky, en 2018, à peu près 20% des utilisateurs donc, de Kaspersky ont fait face à un malware, ce qui est non négligeable. Gartner donc, estime le coût des dépenses en cybersécurité à 134 milliards de dollars pour 2022, ce qui est vraiment conséquent, et la réaction directe aux mesures de sécurité mises en place pour contrer ces différentes attaques. Nous avons une perte financière donc, de Saint-Gobain, pour l'exemple, du au cas WannaCry, et la durée moyenne de découverte d'une attaque aujourd'hui est de 205 jours. Donc je vous laisse imaginer sur ce laps de temps le préjudice financier lié à une attaque. Sur le graphique ci-contre, vous pouvez voir la répartition des vecteurs d'attaque. Donc en 2019, toujours selon Kaspersky, vous voyez que la part belle se fait sur les documents Office, suivi par les navigateurs web, j'en parlerai tout à l'heure, ainsi que les malwares Android. Donc sur ces vecteurs d'infection, nous en avons plusieurs. Tout d'abord, j'en parlais, les documents Office, donc tout ce qui est maldoc, on va mettre ça dans cette catégorie. Vous avez donc les documents Office, tout ce qui est PDF. Vous avez le mail, donc par le biais de spam, de phishing.
tout ce qui est scam, donc communément appelés les arnaques, le malvertising, qui correspond à l'infection d'encarts publicitaires sur des sites web, les drive-by download ou téléchargements furtifs, je reviens dessus après, et ce qui est considéré comme des actes de sabotage, donc impliqués à une présence physique, comme les attaques par clé USB de type Ducky ou Bash Bunny, la première simulant des saisies utilisateurs, un clavier, et la seconde étant une clé USB pourvue d'un OS, capable de distribuer donc des charges et de récupérer des informations sur un ordinateur. J'y reviens, le mail est un des premiers vecteurs d'infection. Vous avez le spam, le phishing et le spear phishing. La différence entre le phishing et le spear phishing, vous la connaissez sans doute. Le phishing est un filet envoyé à la mer en espérant ramasser le plus de victimes possible. Le spear phishing étant une attaque ciblée d'un collaborateur ou d'une entité dans le but de se faire passer pour un partenaire, un client, et soutirer de l'information. Vous avez ce site, donc PhishTank, si vous souhaitez vérifier qu'un site est potentiellement un site de phishing. Je ne sais pas si on voit bien sur mon écran à ce moment-là. Donc, possibilité de vérifier si ce site a été recensé comme un site de phishing. Vous voyez, ça a encore évolué depuis ce matin, différents sites qui ont été signalés. Donc au niveau des scams, cette fois-ci, les attaquants passent par un site de phishing, justement, en incitant l'utilisateur à appeler un numéro de téléphone. L'utilisateur tombera sur l'attaquant lui-même ou alors des standardistes pourvus de scripts, des scénarios bien préparés qui forceront l'utilisateur à télécharger une solution. Le but étant, encore une fois, de prendre la main sur le poste de l'utilisateur. J'en parlais tout à l'heure, les drive-by download donc, sont des techniques qui consistent à faire télécharger un malware par le biais d'un navigateur en profitant des vulnérabilités de ces derniers. À noter qu'en 2018, à peu près 1000 vulnérabilités ont été découvertes dans les 3 navigateurs principaux de mémoire, Firefox, Chrome et Safari. Bien. On va parler maintenant de notre environnement d'analyse. On fera un petit tour sur machine physique, machine virtuelle et les différentes bonnes pratiques à mettre en place pour pouvoir analyser en maximisant la sécurité autour de notre poste. Donc tout d'abord, première option, machine physique, donc les avantages. Vous avez certains malwares qui détectent la présence d'artefacts de machines virtuelles. Cela peut fausser les analyses, où les malwares ne se lanceront simplement pas. Les inconvénients, c'est une solution plutôt coûteuse. Il revient à avoir un deuxième ordinateur à la maison, c'est pas forcément donné à tout le monde. Vous avez cependant, j'ai mis ça dans les inconvénients, mais je pourrais mettre ça dans les avantages également. Il pourrait s'agir d'une machine air gap, c'est-à-dire totalement isolée du réseau, dans laquelle vous allez sandboxer vos malwares. Un des downsides de cette façon de faire est que pas de snapshot possible, c'est assez embêtant dans le processus d'analyse. Pour répondre à cela, évidemment, l'utilisation de machines virtuelles est préconisée, c'est la méthode la plus courante. Vous avez pléthore de tutoriels et de guides de bonnes pratiques. Vous avez des restaurations possibles, de mettre la possibilité de positionner des snapshots et de revenir à des états d'origine, notamment des états avant infection, et de multiplier vos environnements de test. Donc, gardez à l'esprit que le risque zéro n'existe pas. Il a été démontré que plusieurs malwares étaient capables de profiter de vulnérabilités des hyperviseurs et de s'échapper vers la machine hôte. C'est pour ça qu'il est recommandé de toujours mettre à jour son virtualiseur. Dans les inconvénients, je vous en ai parlé, vous avez des artefacts de virtualisation comme ce que l'on installe souvent, à savoir les add-ons invités. Vous avez la possibilité de les désinstaller au détriment de votre expérience utilisateur. Vous allez supprimer quelques-uns de ces artefacts. Au niveau des bonnes pratiques, donc il convient d'isoler la machine du réseau. On privilégiera l'option host only, ou alors isoler totalement la machine de votre réseau.
Et il convient de couper également l'accès à Internet. Pourquoi? Puisque votre machine virtuelle peut de fait participer, si elle est infectée, par exemple, par un agent, rejoindre un botnet et participer à une attaque sans que vous le souhaitiez. Donc, la bonne pratique consiste à couper l'accès à Internet afin d'isoler complètement cette machine. Évidemment, les malwares ne pourraient pas fonctionner si jamais un accès à Internet est coupé. Nous y reviendrons par la suite. Vous avez la possibilité de simuler des services réseau pour leurrer un petit peu les fonctionnalités du malware et qu'ils se mettent à fonctionner normalement. Donc s'armer de bons outils et de patience, oui, puisque cette discipline requiert quand même assez de patience. Réalisez des snapshots de votre machine SEM, ça va de soi. Faites attention à tous les répertoires partagés entre l'hôte et la VM et gardez en tête que tout ce qui peut être présent sur votre machine de test peut être infecté, détruit ou encore volé par le malware que vous souhaitez sandboxer. Donc évitez de stocker des samples là où on pourrait les lancer par inattention et pour pallier à ce problème, renommez simplement vos samples sur des formats non exécutables comme .bin, .malware ou simplement supprimer toute extension, ce qui n'aura pas pour effet de changer le contenu du fichier, simplement évitez de le lancer par inadvertance. Ça peut aller de soi, mais prendre des notes sur une autre machine me paraît une bonne idée, puisque si vous, dans le cadre d'un ransomware, vous pourriez dire adieu à vos notes. Ne pas plugger de clé USB dans la machine également. Il faut partir du principe en fait que cette machine est contaminée et il faut donc réagir comme telle. Donc, au niveau de la méthodologie d'analyse, voyons dans un premier temps les différents objectifs d'analyse. Donc, qu'est-ce que l'analyse de malware? C'est un procédé qui consiste à examiner différents fichiers exécutables dans le but de retirer un maximum d'informations, de données en provenance de ces fichiers, tant sur leur fonctionnement que sur leurs métadonnées. Ces données ont donc pour but de dessiner un périmètre d'une attaque informatique et déceler le comportement du programme malveillant. Tout cela donc, a pour finalité de prévenir les systèmes d'information d'attaques ultérieures qui seraient similaires. Lorsqu'un malware est découvert, les questions à se poser sont quel est le type de ce malware? À quoi ressemble-t-il? Quelles sont ses fonctionnalités? Y a-t-il une présence de rootkit ou autre fichier malveillant sur la machine? Comment puis-je écarter la menace? Qu'est-ce qu'a pu faire l'attaquant sur cette machine? Ou quelles sont ses données en sa possession? Comment cela est rendu possible? Par quelle vulnérabilité est-il passé? Ou simplement d'autres machines sont-elles infectées? Il va falloir déterminer toutes ces choses-là. L'analyse, lui, a donc pour but de comprendre, d'identifier, d'éradiquer et de communiquer autour de cette menace. Les différentes approches que nous pouvons voir autour de l'analyse de malware sont donc, dans un premier temps, l'analyse statique. J'y reviendrai par la suite dans le détail. Le but de cette analyse est donc l'étude du malware sans le lancer. Extraire des métadonnées qui nous permettront d'aller plus loin dans l'investigation. L'analyse dynamique, quant à elle, est un procédé qui consiste à analyser le malware en le démarrant au sein d'un débugger, par exemple, pour déterminer son comportement et les effets produits par celui-ci. Nous avons l'analyse de code, qui peut être à la fois statique ou dynamique, par le biais d'un désassembleur, ou dynamique, par le biais d'un débugger. L'analyste, lui, analysera directement le code machine de ce programme pour en déterminer les différentes fonctionnalités. Nous avons l'analyse comportementale, enfin, qui est un monitoring de l'activité de l'ordinateur infecté. Nous avons quelques points de vigilance qui seront les processus, les créations, suppressions de fichiers, tout ce qui est interaction avec le système de fichiers, l'activité réseau de la machine et les modifications évidemment sur un système d'exploitation Windows de la base de registre. Donc j'ai résumé ça sur cette planche. On pourrait résumer l'analyse statique sur les questions suivantes. Qu'est-ce que c'est? Que contient ce fichier? À quoi ressemble-t-il?
L'analyse dynamique, quant à elle, répondra aux questions suivantes. Comment fonctionne ce programme? Quelles sont les conséquences pour la machine et quelles sont ses interactions avec le système? Donc vous voyez que vous avez plusieurs items, à la fois l'analyse dite basique et une analyse dite avancée que je vais vous décrire dans les planches qui suivent. Au niveau de l'analyse statique basique, vous avez dans un premier temps, et nous aurons des démonstrations par la suite, un examen du programme donc sans le lancer. Il convient d'identifier donc le type de fichier et de réaliser une empreinte en vue du partage d'informations autour de ce fichier. Une analyse des strings, donc des chaînes de caractères contenues dans le programme, nous verrons ça tout à l'heure. Une analyse de la structure de l'exécutable, si c'en est un, et une analyse, encore une fois, si c'en est un, des fonctions et librairies utilisées par cet exécutable. Au niveau de l'analyse dynamique, basique, cette fois-ci, vous avez ce qui pourrait rejoindre l'analyse hybride, c'est-à-dire le système de sandboxing par le biais de sites comme VirusTotal, AnyRun ou Hybrid Analysis, qui simplement feront tourner le malware à l'intérieur de machines virtuelles dans le but de vous retranscrire les informations sur les effets produits. Le but étant également de monitorer les événements, comme je vous l'ai dit, des écritures disques, de l'interaction avec les bases de registres et les effets sur le réseau. Au niveau de l'analyse statique avancée, l'objectif donc est de comprendre et de déceler le flot d'exécution d'un programme. L'examen directement du code machine est de comprendre comment ce dernier fonctionne. Donc cela nécessite de la rétro-ingénierie et des connaissances en langage assembleur. Évidemment, il en va de même pour l'analyse dynamique avancée. Il s'agit plus ou moins du même examen, simplement, cette fois-ci, le malware sera lancé pour une étude du programme, façon step by step, histoire d'analyser chaque pas du programme et de comprendre son fonctionnement interne. Donc la prise d'empreinte, en anglais le hashing, est ce qui permet de générer une empreinte cryptographique binaire du contenu donc du fichier. Les algorithmes les plus couramment utilisés sur la prise d'empreinte pour l'analyse de malware sont le MD5, SHA-1 et SHA-256, c'est ce que vous retrouverez la plupart du temps. Donc ces prises d'empreinte permettent aux analystes d'assurer l'intégrité des samples qu'ils reçoivent. Vous allez voir pourquoi dans les démonstrations qui vont suivre. C'est quelque chose de plus pratique que de renommer un fichier par vos soins, puisque simplement il présente le hash, donc certifie du contenu du fichier. Cela peut également faire office de base pour des recherches en ligne et voir si d'autres analystes ont étudié ce sample avant vous et vous appuyez sur leurs investigations ou leurs rapports pour vous aider à progresser dans ce domaine. Intéressons-nous maintenant à la structure des fichiers malveillants. Donc tout d'abord, premier point, identifier le type de fichier. Comment faire pour identifier le type de fichier? C'est quelque chose de primordial pour utiliser les outils adéquats en fonction des différents samples que vous avez dans votre possession. Donc chaque fichier est conçu selon un standard. Cela permet donc au système d'exploitation de pouvoir les utiliser correctement et de les identifier. Ces fichiers portent tous des signatures qu'on appelle nombres magiques. Cependant, Windows aura tendance à se baser, lui, sur l'extension pour choisir le programme adéquat à lancer en fonction de telle ou telle extension. Le nombre magique se trouve dans les premiers bytes du fichier. Vous avez ici quelques exemples de différents nombres magiques correspondant à des JPEG, des PNG, des PDF, des points .avi, etc. La liste est très longue. Au niveau des documents Office, donc, ces documents peuvent être dézippés pour obtenir une arborescence, comme vous voyez sur votre droite. Vous constatez toutes les ressources nécessaires à ce document qui sont organisées au sein de répertoires et que nous pourrons analyser par la suite.
Il est donc possible d'extraire les macros qui seraient insérés, donc les macros malveillantes, rattachant donc ces documents Office à la catégorie des maldocs. Pour ce faire, je vous propose une petite démonstration. Hop. Voici. Donc sur mon bureau, un maldoc, suspicious.doc, et dans un premier temps, je vais le passer sur VirusTotal, histoire de m'assurer que ce soit bien un document malveillant. Apparemment, oui. Donc voilà, qu'est-ce que je constate? Je vois du VB, du VBA par la suite. J'en déduis que ce document contient une macro VBA que je vais m'employer à extraire. Pour ce faire, je vais utiliser un soft qui s'appelle OleVBA et qui va m'indiquer, vous allez le voir, voilà, qui va m'indiquer différents points de vigilance, donc des points suspects, des IOC, et vous pouvez le voir en jaune, une fonction, donc auto-open, qui est simplement une fonction qui est déclenchée à l'ouverture du document, donc c'est quelque chose qui ne sent pas très bon pour l'instant, et vous avez au-dessus directement le code VBA de cette macro qui sera déclenchée à l'ouverture du document. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une exécution possible pour macOS et pour Windows. Je vais donc m'intéresser à ce qui est employé dans cette fonction. Vous voyez qu'elle prend en paramètre le origval. Je vais tenter de remonter un petit peu plus haut, qui doit être de la base 64 décodée, qui nous provient de la commande foundValue. FoundValue qui est juste au-dessus, qui correspond à une chaîne de caractères récupérée depuis les propriétés du document. Pour ce faire, je vous en ai parlé, il est possible de dézipper ce document et d'obtenir ces différentes informations. Voilà, je me dirige directement dans les propriétés du document, je vais ouvrir ce fichier XML. Hop, avancer un petit peu quand même. Voilà, regardez ce que je trouve à l'intérieur, directement une ligne qui correspond à de la base 64, donc je vais m'intéresser à cette longue chaîne que je vais passer. J'aurais pu le passer sur CyberChief. J'ai été rechercher ça donc en ligne, on va voir un petit peu plus loin, là sur base 64 décode. Hop. Et là, regardez ce que je trouve, donc en décodant cette chaîne de caractères, les deux lettres MZ et this program cannot be run in DOS mode, qui sont la signature, comme quoi cette chaîne de caractères est un exécutable. Je récupère de fait cette nouvelle chaîne de caractères que je vais passer dans un bloc-notes, un petit peu, dans le but de chercher à l'intérieur des chaînes qui pourraient m'intéresser directement depuis mon bloc-notes. C'est assez basique comme analyse. Chercher directement, voilà, si présence d'exécutable à télécharger, et vous pouvez voir si je mets sur pause un répertoire badstuff/svchost.exe. Ce programme aura été téléchargé sur le site, vous allez le voir par la suite, de l'ESD Academy. Alors si on a le temps, j'irai un petit peu plus loin sur cette analyse de ce fameux svchost, que j'ai extrait juste à côté. Nous allons maintenant parler des portables executables, donc les PE. Et ces PE sont donc des exécutables Windows pouvant regrouper les DLL, les drivers ou simplement les plus connus, les .exe, donc les exécutables que tout le monde a l'habitude de manipuler. Ces PE contiennent des informations qui vont m'être utiles au cours de mon investigation, notamment comment le programme peut être mappé en mémoire, les différentes librairies et fonctions utilisées par le programme, le point d'entrée du programme où le code commence à être exécuté, également le timestamp de compilation qui peut être jugé peu fiable puisque l'attaquant peut modifier cette information, et les différentes sections de ce PE et
leurs permissions. Donc nous avons tout d'abord, je vous montrerai par la suite sur une démonstration, les différentes catégories dans ces headers. Nous avons tout d'abord le MZ-header, donc qui définit ce programme comme étant un binaire. Par la suite, ce qu'on appelle le DOS-stub, pour des raisons de compatibilité, cette chaîne apparaît quand le programme est démarré en mode DOS. La signature du PE définit que ce programme est définit ce programme exécutable comme étant un PE. Ensuite, nous avons l'image optional header qui détient d'importantes informations comme le point d'entrée du programme par exemple. Nous avons la table de sections qui sont les instructions pour mapper le programme en mémoire et ces différentes sections de cet exécutable qui contient, vous le verrez sur la planche suivante, le code exécutable et les données utilisées par le programme. Voici ces sections. Donc vous avez la première, le point code ou le point texte contient le code machine utilisé par l'exécutable pour s'exécuter sur la machine. Vous avez par la suite la section data qui est une section en lecture-écriture. Vous avez la section AirData qui est une section de données également, mais en lecture seule. iData et eData correspondent respectivement à la table d'import et aux données exportées. Je reviendrai sur ça par la suite. Enfin, vous avez le point RSRC, donc les ressources du programme. Cela peut correspondre aux différents icônes, curseurs utilisés par le programme. On va parler maintenant des librairies, ces fameux fichiers DLL. Donc, que sont ces fichiers? Ces fichiers sont des Dynamic Link Libraries. Ce sont des bibliothèques de fonctions qui sont accessibles et partagées par les programmes Windows une fois lancés. Donc, les développeurs s'appuient sur ces librairies pour ajouter des fonctionnalités à leur programme sans avoir à recoder la roue, simplement en utilisant des fonctions déjà prêtes. Ces liens dynamiques impliquent donc l'utilisation de ces fonctions à la demande, puisque ces fonctions sont déclenchées à la volée lors du flot d'exécution du programme. Windows propose, lui, ses propres DLL pour interagir avec les différentes ressources du système. Et bien souvent, les développeurs codent leurs propres DLL, donc ces DLL exotiques qui sont installés par la suite avec le programme pour son bon fonctionnement. Au niveau de ces librairies, encore une fois, allons-y. Donc, ce que je vous propose, c'est que j'ai récupéré un sample que je vous propose de regarder maintenant. Il me semble que c'est celle-ci. Non, ça c'est la prise de hache, donc on va regarder ça dans un premier temps. La prise de hache, tout à l'heure, je vous en ai parlé, simplement, vous avez un outil qui s'appelle HashMyFile. Je me sers de ce dernier donc pour récupérer différents algorithmes de hachage. On va aller assez vite là-dessus quand même. Dans un second temps, vous avez hashcal qui vous permet, vous le voyez, de récupérer encore une fois différents algorithmes. Celui-ci est un peu plus pratique puisqu'il me permet directement de copier-coller ces hash. Vous voyez que le nom du fichier d'ailleurs est nommé avec le nom de son hash. Qu'est-ce que je vous montre ici? Simplement, regardez ce que je vous avais dit tout à l'heure. Si je mets sur pause, le nombre magique de ce programme. Donc pour l'instant, je constate que c'est un exécutable Microsoft. Je vois la signature, donc le nombre magique, 4D, 5A tout en haut. On va descendre un petit peu plus bas. Et je retrouve le DOS-stub, encore une fois, this program cannot be run in DOS mode. Toujours plus bas, je constate la signature du PE. Donc, ce programme est donc un PE. Allons-y, je vais l'analyser donc avec PE Studio, histoire d'avoir un petit peu plus d'informations quant à ce programme et regarder les informations que je peux obtenir donc, sur ce sample. Encore une fois, présent en haut les hash de ce programme. Un petit peu plus bas, les premiers bytes de ce binaire. Et ce qu'on constate encore, vous voyez peut-être un petit peu plus bas le file type, Dynamic Link Library, donc ce sample est une DLL. Un petit peu plus vite là-dessus. Je vous en ai parlé aussi, regardez, vous avez la date de compilation de cette DLL. Comme je vous l'ai dit, cette information est jugée non fiable.
Alors, l'avantage avec PE Studio, c'est qu'il va vous donner des indicateurs sur des potentielles données à regarder. Alors là, déjà, on voit, donc c'est classé par sévérité. Vous voyez que la donnée la plus sévère porte donc la note de 1, et les données moins importantes, ça va de 1 à 9. Là, la première étant, sur VirusTotal, quand même, il a un score assez élevé. Déjà, ça ne présage rien de bon. Voilà, donc on a les scores sur VirusTotal ici également. Possibilité d'inspecter les différents headers dont je vous ai parlé. Voilà qui clôt cette démonstration. Hop. On y revient après. Au niveau des librairies. Donc je vous parlais de ces différentes DLL qui sont appelées par des programmes. Donc là, toujours sur PE Studio. Regardez, je vais m'intéresser cette fois-ci aux librairies appelées donc par ce programme. Et ce que vous pouvez noter, vous avez le nom de ces DLL. Donc vous avez WSOC32, URLmon, etc., Wininet. Toutes ces librairies vont me donner des indications sur les fonctionnalités de ce programme. WSOC, vous en doutez, c'est marqué un petit peu plus loin, est une librairie qui nous sert à faire du socket. Wininet, quant à elle, est une librairie un petit peu plus haut niveau sur différents protocoles comme HTTP qui nous permettent de faire de la navigation Internet. ADV API 32, par exemple, est une librairie qui va nous servir à interagir avec la base de registre. Donc, vous voyez qu'en quelques minutes, nous pouvons déceler déjà quelques fonctionnalités de ce programme. On va passer là-dessus, je vois le temps qui file un petit peu. Au niveau de ces librairies, donc j'ai vu les librairies importées, et là ce que vous avez devant vous, et ce sont simplement les méthodes, les fonctions plutôt, décrites, utilisées dans ce programme. Je vais aller assez vite là-dessus. On peut voir des fonctions donc relatives à l'ouverture de socket, la fermeture de socket, l'ouverture de process, la manipulation de fichiers. Et pour obtenir ces informations, avec un autre logiciel, nous avons Dependency Walker qui va nous afficher ici, donc avec le premier panel que vous voyez en haut, les fonctions utilisées par ce programme. Vous avez en bas toutes les fonctions utilisables dans la librairie sélectionnée. Hop. Donc les strings, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va chercher à découvrir avec ces chaînes de caractères? Des noms de fichiers, des URL, des adresses IP ou éventuellement des clés de registre qui pourraient être modifiées par l'attaquant. Pour ce faire, encore une fois, une démonstration sur ces chaînes de caractères. C'est un petit peu. Je vais utiliser dans un premier temps, donc en ligne de commande, ce programme strings qui va me permettre d'établir un contexte, l'option -n, d'obtenir toutes les chaînes de caractères contenues dans le programme supérieures à 8 caractères. L'option -a me permet d'obtenir les chaînes en ASCII, puisque les chaînes peuvent être obtenues sous deux formats, à savoir Unicode et ASCII. Voici les chaînes de caractères récupérées, et il y en a qui m'attirent l'œil, à savoir ces différentes URL qui correspondent sûrement à des serveurs de command and control. Deuxième méthode, j'utilise le clic droit. Donc là, je suis sur une machine où j'ai installé la suite logicielle Flare, et je peux donc utiliser en clic droit cet utilitaire string qui va me permettre d'afficher directement les chaînes de caractères présentes dans l'exécutable. Alors, ces chaînes de caractères peuvent être masquées par le biais de packers. Donc ça, par la suite, j'ai une autre démonstration là-dessus. Les packers sont simplement des logiciels qui vont agir sur un exécutable et les compresser. Ces logiciels, cet exécutable, une fois lancé, va se décompresser seul en mémoire et déverser donc le code à exécuter. Donc de manière statique, il sera complexe de retrouver les chaînes de caractères
dans leur intégralité, comme j'ai pu les observer là, avec un programme non paqué. Simplement, la démonstration qui suit vous montre ce que donnent ces chaînes de caractères dans un programme qui est paqué. Vous voyez, vous avez sur votre gauche directement le programme qui n'est pas paqué, et le programme sur votre droite est paqué. Les chaînes de caractères n'ont pas grand-chose à voir les unes entre elles. Hop. J'utilise également ExeInfoPE pour vérifier que ce programme est paqué ou non. Donc là, je lui passe le programme non paqué. En toute logique, il me dit qu'il ne l'est pas. Et le deuxième, que j'ai paqué, utilise le packer UPX. Et je peux déceler ça donc dans PE Studio également, en inspectant les différentes sections dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rappelez-vous, texte, data, AirData, etc., qui seront masqués. Donc là, vous avez texte, AirData, data, et sur la droite, vous avez des sections nommées UPX0, UPX1, UPX2. Donc là, vous pouvez quand même déterminer que ce programme a été paqué avec UPX. J'ai très vite là-dessus, j'en ai conscience. Le temps me manque un petit peu. Hop. Voilà. Donc là, simplement, je dépaque le programme et je constate que je retrouve dans l'intégralité les chaînes qui étaient présentes au départ. Les outils d'analyse statique, dynamique, donc les différents outils que vous pouvez retrouver sur la suite Flair. Donc j'ai mis le lien en description dans ces planches. En analyse statique, vous m'avez vu utiliser PE Studio, donc il est un très bon outil pour analyser les portables executables, donc toutes les informations que vous avez vues dans les démonstrations. Au niveau de l'analyse des PDF, vous avez la suite Origami, qui est une suite en Ruby sur Linux. Vous pouvez utiliser cette suite avec des logiciels comme PDF Extract, PDF Extract, PDF Cop. Ou simplement, vous avez d'autres softs comme PDF Hunter, PDF Parser, des softs tout en un qui vous serviront à extraire les charges d'un document PDF. OLEDump, OLEVBA, vous m'avez vu les utiliser tout à l'heure, servent à extraire les macros de documents Office. Wireshark, qui n'est pas à présenter, je pense que vous le connaissez tous, nous permettra de monitorer, donc cette fois-ci nous sommes dans de l'analyse dynamique, dans du monitoring, les activités du malware au sein d'un réseau. Redshot, lui, est un outil qui va faire un différentiel entre la base de registre prise à un instant T et la base de registre, donc un état de la base de registre pris après le lancement du malware. Et cela a pour but de comparer, nous avons pour but de comparer le delta entre les deux. Alors, Process Explorer et Process Monitor sont deux outils de la suite 6 internale. Je ne pense pas qu'ils soient à présenter également, mais simplement aident grandement dans l'analyse puisque c'est des outils vraiment complets. J'avais une démonstration là-dessus, mais encore une fois, le temps me manque. Donc on passera assez vite dessus. Le premier étant l'inspection des processus, étant voué à l'inspection des processus, donc les différents liens, l'arborescence entre ces processus, et le second étant un monitoring de l'activité de ces différents processus. Par exemple, vous pouvez retracer à l'aide de Process Monitor de l'écriture en base de registre ou des connexions TCP/IP émises par le processus. J'en parlais tout à l'heure, votre machine de test est normalement isolée d'Internet et les malwares peuvent mal réagir à cela. Simplement, vous avez des softs comme InetSim, APA-DNS ou encore FakeNet qui sont capables de simuler des services réseau pour la bonne exécution des programmes. J'en parlais tout à l'heure également, les désassembleurs et les débuggers les plus connus, vous avez OliDBG, IDA, Radar2, Immunity Debugger, GDB, Ghidra. Tous ces programmes visent à inspecter le code machine directement du malware et d'en comprendre son fonctionnement, que ce soit de manière statique ou step by step au sein d'un débugger, justement, en inspectant ces instructions pas à pas. Les outils d'analyse hybride, je vous en ai parlé tout à l'heure également, vous avez AnyRun, VirusTotal, QQ Sandbox. Ces applications sont donc vouées à sandboxer vos malwares et vous fournir un rapport sur ces derniers. Alors, au niveau de la classification, des échanges et de la base de connaissances, simplement parlons des défenses.
contre les malwares, vous avez le bien nommé antivirus, donc qui est là pour garantir normalement la protection de l'ordinateur. Et comment il fonctionne? Simplement sur la base de signature. Donc c'est la méthode la plus courante qui visera à détecter des IOC, donc des indicateurs of compromise, des adresses IP, des hashes. Et tout cela consiste donc à analyser ça au sein d'un fichier et comparer ça à une base virale et de voir si ces indicateurs sont connus ou non. C'est une méthode un peu plus actuelle qui vise à analyser des anomalies lors du système. Analyse totale des programmes qui nous permet de les laisser. Enfin, vous pouvez tester avec ECAR, donc qui nous vient de l'organisation européenne for Computer, c'est vos antivirus, qu'ils fonctionnent bien. Et puis, la chaîne de caractères, donc là, je ne fais pas vraiment la démonstration, mais vous pouvez vous amuser à la copier-coller, la placer dans un fichier texte. Vous allez voir que votre antivirus, normalement, va sonner à tous les coups. C'est possible de prendre cette chaîne, la placer dans tout ça pour les signatures. Il y a dédié à déceler des simplement l'écriture de règles Yara, de décrire donc tous les indicateurs qu'on aurait relevés durant nos analyses et de communiquer sur ces indicateurs au relevé. Donc j'ai une démonstration sur Yara. Hop. Qui est la dernière. Cette fois-ci, vous voyez à l'écran la création d'une règle Yara. J'avance un petit peu. Dans un premier temps, vous avez la partie méta, donc vous voyez Rule, CredStealer, donc le programme que nous avons analysé. On n'a pas pu regarder ça vraiment dans le détail, mais c'est un harvester de credentials. C'est-à-dire qu'il va voler les mots de passe d'une victime pour les transmettre à l'attaquant. Donc simplement, créons une règle pour analyser, pour faire le programme. Donc, tout simplement, dans un premier temps, je vais vérifier avec une très simple règle que ce programme est bien un exécutable Microsoft. Pour ce faire, je vais placer les premiers bytes de ce programme 4D5A au sein de cette règle. Vous voyez que vous avez la possibilité à la fois de positionner des bytes entre accolades ou simplement des chaînes de caractères que vous aurez retrouvées dans ce programme. Donc là, très simple, je vérifie simplement que le nombre magique est bien présent dans ce programme. Je vais avancer un petit peu, je termine cette règle. Vous voyez la condition pour que cette règle sonne, simplement, la variable mz doit être vérifiée. La commande est la suivante, Yara-S pour obtenir la position de la chaîne de caractères plus ma règle et le programme à analyser qui est le même, et on voit que ce programme contient bien ce nombre magique, rien d'étonnant là-dessus. Je continue. Je vous en ai parlé donc dans cette présentation, les différentes chaînes de caractères qui ont été relevées correspondant à des serveurs de command and control. Je vais préciser ça dans cette règle. Donc il y en a 3. Je vais simplement les prendre derrière. Et j'ajoute ma condition. Donc à la fois, ce programme doit être un exécutable Microsoft, doit contenir l'URL 1, ou alors l'URL 2, ou alors l'URL 3. Vérifions tout de suite. Donc là, je prends ce URL, peut-être passer là-dessus. Voilà. La même chose, je relance cette règle Yara contre mon exécutable, et on voit que les 3 chaînes, sans surprise, sont découvertes, ainsi que le nombre magique. Donc pour le fonctionnement des règles Yara, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Si vous vous amusez à regarder, donc il y en a beaucoup sur pas mal de GitHub, des règles Yara, elles sont beaucoup plus fournies que celle-ci, mais le principe, vous l'avez compris. Au niveau des plateformes d'échange, donc vous avez le MISP,
qui est une plateforme de threat intelligence open source qui permet donc de communiquer sur les différents IOC, du partage d'indicateurs de compromission, comme je le disais, et beaucoup de documentation. Vous avez la source dans ce GitHub. Vous avez également comme plateforme ATTCK qui contient beaucoup de documentation sur les différentes techniques utilisées par les malwares, à savoir tous les points qui sont énoncés ci-contre, les accès, les exécutions, les moyens de persistance, élévation de privilèges, etc. Enfin, je vous ai mis en fin de slide les différentes ressources que j'ai utilisées pour construire ce webinaire et les différents articles assez intéressants à regarder pour aller plus loin. Pour conclure, cette formation est accessible donc dans les centres M2I et sur des masters dans les écoles que je vous ai présentées. Je rappelle que ce webinaire était dédié aux fondamentaux, vraiment a pour but de poser quelques bases et que d'autres suivront sur des analyses un peu plus poussées. Donc comme je vous ai dit, un niveau 1, un niveau 2 dans les semaines, mois à venir. Notre badge, nous en avons un pour l'analyse de malware, donc c'est une étude de cas suivie d'un QCM de 120 minutes. Le but étant d'évaluer les compétences en sortant de notre cours. Sur les prochains webinaires à suivre, vous avez ci-contre, le mardi, n'oubliez pas que vous avez un webinaire animé par Mathieu Graal sur la méthode EBIOS Risk Manager. Et les suivants s'affichent également à votre écran. Eh bien, je vous remercie de votre attention et c'était un petit peu court pour le délai, j'en ai conscience et je m'excuse pour les accros qu'il y a eu dans cette présentation. Mais j'espère que cela vous a donné envie d'aller un petit peu plus loin et je vous dis à bientôt, sûrement, pour d'autres webinaires. On va maintenant passer aux questions-réponses, si vous le voulez bien. J'ai pas eu le temps de regarder les questions. Alors, vous devez avoir un problème de connexion. Oui, je l'ai vu. On vous attend par intermittence. Quel dommage. Alors, comment accéder aux webinaires précédents? Simplement, vous avez les webinaires qui sont retranscrits sur YouTube. À chaque fois que vous avez un webinaire produit par nos soins, il est retranscrit sur notre chaîne YouTube. Les choix du direct. On voit le slide, mais l'image est fixée. Voilà. La présentation sera-t-elle disponible après le webinaire? Oui. Bon, la question, il y a beaucoup de remarques comme quoi ça n'a pas très bien fonctionné. Je m'en excuse. Encore une fois, je ne suis pas responsable de ces soucis techniques. Les aléas du direct. C'est super, merci. Comment peut-on être informé de tous nos webinaires? Restez à l'écoute. Vous avez en dernière page, sur les slides, les différents liens vers nos réseaux et vous serez informé par la suite des prochains webinaires. Merci beaucoup. On perd l'audio. Merci beaucoup. Les slides sont disponibles en format PDF, oui bien sûr. Merci beaucoup l'ESD pour ces super webinaires. Les slides seront-elles disponibles en format PDF? Bon, pas beaucoup de questions sur le sujet, en tout cas, beaucoup de remarques effectivement sur la qualité de l'audio, je m'en excuse encore. Quel autre distro j'utilise? J'utilise Kali Linux et ParrotOS. RMLinux également. Je pense que les démonstrations, je pourrais les fournir également à côté. Oui, si ça a lagué, effectivement, c'est pas très agréable.
J'ai pas compris la question de Cyril pour le coup. Information surtout pour la liste de tout cordialement. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. C'était Kelly par paroles, mais je n'ai pas entendu le nom de la troisième. Ah, Remnux, excusez-moi. Ok, donc s'il n'y a pas plus de questions, là je vois ça défiler, c'est surtout des remarques pour la qualité. Attends de Mathieu Graal. Très bien. Bon, bah, je pense que... Écrivez comment? REMNUX. Mnux. C'est Glenn, dommage pour la qualité. Un bouquin à conseiller. Oui, un bouquin à conseiller. Vous avez Practical Malware Analysis, que je n'ai toujours pas terminé. D'ailleurs, c'est un bon pavé. Vous avez le lien dans mes slides directement. Je vous ai mis des ressources pour aller plus loin, justement, les bouquins à lire sur le sujet. Avez-vous un exemple récent des attaques très complexes et détaillées très brièvement? C'est un petit peu, comment dire, une oxymore, si je puis dire. Quelque chose de très complexe, détaillé très rapidement. Pour le coup, vous me prenez un petit peu au dépourvu, j'en suis désolé. Antinomique. C'est ça. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je peux passer la main à Jérôme si tu veux reprendre le contrôle. Et moi, je vous dis à très vite pour sûrement d'autres webinaires. Ouais, très bien. Merci Glenn. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un très gros travail pour ce webinaire. Et bon, les aléas du direct font que. Après, on a bien vu qu'il y avait quelque chose, il y avait du fond et que ça avait été travaillé. Donc, on va remettre à disposition tout le travail qui a été fait par Glenn, c'est-à-dire le PDF et les vidéos avec la rediffusion où on va couper au montage évidemment les scènes coupées. Il faut suivre, pour trouver tout le reste, il faut suivre notre chaîne YouTube, je vous conseille, suivez-nous sur Twitter, etc. Parce qu'on communique là-dessus. Donc, vous aurez accès à tous nos webinaires et tous les autres webinaires. Alors, à savoir aussi, dans une petite exclusivité, rappelez-vous que mardi, on a en co-animation avec Mathieu Graal un webinaire sur EBIOS Risk Manager qui sera fait en partenariat avec le Club d'EBIOS Sodi France et l'ANSSI. Donc ça, c'est important. Et d'autres surprises arrivent. Là, vous avez une série de webinaires, donc 27001, PCA et DevSecOps, mais il y aura d'autres surprises, une sur le SOC avec encore un invité de marque et une sur la normalisation et toutes les nouvelles sur l'ISO 27005 et la 27035 qui sont encore en discussion au comité, mais on aura une avant-première là-dessus. Voilà. Donc, merci pour votre participation et je vous dis à mardi. Merci de nous suivre encore.